Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, je le fais pas souvent, mais j'aime bien le faire de temps en temps dans le lit, pour faire un update lecture, oui parce qu'on est samedi soir, c'est cosy, c'est le week-end, on se fait plaisir, en plus je suis en train de boire un petit thé, et là je l'ai pris exprès pour vous montrer, c'est la première fois que je remarque ça, ça fait longtemps que j'ai la tasse, regardez c'est une tasse, où dessus il y a le dessin d'une tasse. Vous voyez ça, vous avez la mise en abîme de fou quoi. Il y a une tasse sur la tasse quoi. Vous voyez, c'est un moment plutôt cocasse. Certains diront gênant, mais c'est cocasse. Je trouve ça cocasse. Donc je vais laisser ça sur le côté en essayant de pas tout renverser là. Hop, comme ça. Voilà. Et je vais vous présenter donc les livres de cette update lecture. Je vous préviens, il y a de tout, hein, vraiment de tout. Il y a du jeunesse, du steampunk, de la fantasy. Et du roman contemporain aussi, donc on va commencer directement par le jeunesse. Il s'agit de 1414 de Sylvain Edgar et Paul Byrne, sorti chez Castlemore, donc sa maison d'édition de Milady, Brajon et tout ça en poche. Ça m'a été offert par Perrine de la chaîne Les Lectures de Millefeuille, donc je la remercie encore une fois. Je l'ai lu en décembre, je pense, et ce fut plutôt une belle découverte. Donc, il ne faut pas oublier déjà que le lectorat cible est déjà un lectorat de jeunes, quoi. Enfin, d'adolescents, on va dire. Donc, ça a pas mal joué. Disons que j'ai bien aimé le livre, mais je n'ai pas surkiffé comme j'aurais pu surkiffer si j'avais eu 13, 16 ans, un truc comme ça. Donc, il s'agit d'un petit garçon qui vit en 2014 et qui va envoyer des lettres, on ne sait par quelle magie, à un enfant qui vit en 1914. Donc la thématique, je pensais que c'était ça la thématique au début, je pensais qu'on allait pas mal parler de la guerre et tout ça, qu'il y allait avoir beaucoup d'actions, genre le gosse de 2014 va essayer de sauver le gars de 1914, un truc comme ça. Donc il y a un petit peu de ça, mais pas trop parce que le début de la guerre n'est pas forcément la thématique du livre. La thématique du livre, c'est plus de comparer le mode de vie d'un adolescent de 2014 avec celui de 100 ans plus tôt. Voilà, c'est pour ça que ça s'adresse beaucoup aux jeunes, c'est-à-dire les préoccupations d'aujourd'hui, c'est-à-dire les filles, le fait que les parents ils sont chiants, des trucs comme ça. Ce n'était pas forcément les mêmes préoccupations pour un enfant qui a vécu 100 ans plus tôt. Et même s'il y a des similitudes, hein, bien sûr, mais voilà, on voit vraiment la différence de mode de vie entre ces deux adolescents, et c'est plutôt sympathique. C'est plutôt sympathique, en même temps, l'histoire est très très fluide, ça se lit assez vite. D'ailleurs, pour ceux qui comptent, je sais pas, qui recherchent des romans ou quoi à lire pour le week-end d'à 1000, celui-là pourra en faire partie parce qu'il se lit quand même assez vite. Le point fort, c'est que c'est très bien écrit aussi, c'est même parfois poétique et tout, mais c'est en même temps très très contemporain. Je veux dire, il y a pas mal de jeunes qui vont se retrouver dans les personnages de ce roman. Donc voilà, il y a les filles, l'école et tout ça. Donc voilà, je pense que ça va parler à beaucoup de gens. Et voilà, ce fut vraiment une belle découverte, mais pas un coup de cœur non plus. C'est 1414 sorti chez Castlemore. Ensuite, un peu de fantasy avec le tome 1 des bannis et des proscrits de James Clemens, Le feu de la sorcière. Alors, déjà, un petit pavé pour ce tome 1. Je dis petit pavé parce qu'il fait quoi? Allez, 530 pages. 530 pages pour un premier tome. Ce fut une bonne lecture. Ouais, on peut dire que ce fut une bonne lecture. C'est quand même un premier tome très très introductif. C'est-à-dire qu'il va planter le décor, on va en savoir pas mal sur le monde dans lequel évoluent les personnages. On va avoir très très vite aussi dans le roman une galerie de personnages assez fournie. Ce qui est assez bien fait, c'est qu'on n'a pas tous les personnages dès le départ, c'est qu'ils arrivent petit à petit, je vais y arriver, et on commence à les connaître au fur et à mesure. La lecture, le rythme parfois vacillant, parfois il y a un bon rythme, parfois ça ralentit un peu, mais ça se lit quand même assez bien, c'est quand même plutôt fluide. On sent qu'il y a un gros background dans cette histoire, on sent qu'il y a une vraie mythologie dans ce monde, qu'il s'est passé des choses. D'ailleurs, je vais raconter un peu l'histoire, hein. Il y a une prophétie qui a eu lieu 500 ans plus tôt, donc il n'y a plus de magie. Et une petite fille, donc 500 ans plus tard, va avoir
va avoir la main qui va rougir comme ça, et elle va se rendre compte qu'elle a des pouvoirs. Je pense que le sel de ce premier tome et de la saga, c'est de savoir comment cette jeune adolescente, je crois qu'elle a 16 ans dans l'histoire, va gérer ses pouvoirs, parce qu'elle peut vite passer du côté obscur de la force, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc dans ce premier tome, on va avoir cette fille qui doit très très vite, dès les premières pages, fuir. Fuir, pourquoi ? Parce que il y a des forces du mal qui se rendent compte qu'elle a des pouvoirs et qui veulent s'emparer de cette jeune fille. Et donc elle doit fuir, et c'est là qu'elle va faire plein de rencontres de personnages différents, différentes races, des races qu'on connaît, hein, comme des ogres et tout ça, mais aussi des races qu'on connaît moins dans la fantasy, donc qui est un peu plus original de ce qu'on a l'habitude de lire d'habitude dans ce genre-là. Et elle va fuir, donc les forces du mal, elle va faire des rencontres, elle sait pas trop d'où viennent ses pouvoirs et tout, mais ça on va l'apprendre petit à petit dans le roman. Et ce n'est qu'à la fin qu'on aura vraiment la vérité sur la quête qu'elle doit faire. Parce que oui, il y a bien une quête dans cette saga. Il faut savoir que c'est une saga de 5 tomes, il s'agit que du premier. Et donc il y aura bien évidemment une quête comme la plupart des sagas d'Heroic Fantasy. Mais la quête, elle n'arrive qu'à la fin de ce premier tome. C'est-à-dire que le premier tome, c'est vraiment sur la fuite des forces du mal et des rencontres avec tous les personnages qui vont composer la saga. Et voilà, ça permet vraiment de comprendre le monde et d'introduire tous les personnages qu'on va avoir l'habitude de suivre pendant le reste de la saga, j'imagine, s'ils meurent pas trop vite, je vais dire. Donc voilà, ce fut plutôt une bonne lecture que je conseille à ceux qui veulent lire de l'Heroic Fantasy. C'était vraiment pas mal. James Clemens, Le Feu de la Sorcière, et c'est sorti chez Milady. Ensuite, alors là, ça commence à se corser. Du steampunk avec Homunculus de James P. Blaylock. James P. Blaylock. Alors là, ça a été plutôt compliqué comme lecture, hein, je vous avoue. Compliqué pourquoi ? Je vais commencer par raconter l'histoire. Évidemment, c'est du steampunk, on se retrouve dans l'ère victorienne, mais une ère victorienne de science-fiction, si vous voulez. Parce qu'il y a des inventions rétro-futuristes, comme des mécanismes qu'on n'a jamais inventés, des ballons dirigeables tout customisés, tout ça. Donc voilà, c'est vraiment du rétro-futuriste, on appelle ça comme ça, avec des inventions vraiment géniales. Et donc on évolue un peu dans ce monde. Il y a aussi un peu de fantastique, hein. C'est aussi à Londres un peu fantastique, il y a un peu de surnaturel et tout dedans. Et donc on va suivre un club de personnages, parce qu'ils composent un club. Vous imaginez un peu les dandys londoniens et tout ça. Donc t'en as un avec sa pipe, il y en a un avec le haut de forme et tout ça. Et ils forment une sorte de club parce qu'en fait ils doivent mettre la main sur une espèce de caisse en bois où se trouve l'homunculus, l'homoncule. Et donc en fait c'est une espèce de chose, on ne sait pas trop, qui a des pouvoirs. Et si le club, ce club-là doit mettre la main dessus, c'est pour pas que des individus mal intentionnés mettent la main sur ce coffre, parce qu'ils pourraient devenir les maîtres du monde. Bon, voilà, c'est clairement comme ça dans le texte du livre, hein. Et donc, le problème, c'est qu'on comprend pas trop pourquoi. On comprend pas trop déjà c'est quoi l'homoncule, quel pouvoir il peut donner, comment on peut s'en servir. On ne comprend pas trop pourquoi il y a des méchants qui veulent mettre la main dessus. Enfin, oui, parce qu'ils sont méchants, mais qu'est-ce qu'ils veulent faire vraiment? C'est ça qu'on veut savoir. Parce que, oui, je suis méchant, je vais être le maître de l'univers, mais oui, mais quoi, tu vas faire quoi, maître de l'univers, quoi? Je vais te faire une petite pichenette à ton oreille, tu vas vite te calmer, quoi. Et voilà, on ne comprend pas trop pourquoi, donc on sent vraiment l'atmosphère du Londres brumeux, vraiment une histoire très très floue. Il faut vraiment être très attentif pour essayer de choper les petits détails, pour essayer de comprendre un peu l'histoire. C'est ça le problème. Parce que franchement, l'auteur nous aide pas. C'est vraiment pas fluide du tout. Et pour faire une comparaison, par exemple, vous voyez la série Lost. Je sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà vu. Ça a plutôt bien fonctionné, c'était assez addictif, alors que c'était aussi une histoire où on comprenait pas trop. L'île, on savait pas pourquoi elle était là, comment ça se fait qu'il y a des pouvoirs magiques dessus, comment ça se fait qu'il y a des trucs bizarres et tout ça.
on comprenait pas trop grand chose et c'était vraiment un casse-tête de comprendre ce qui se passait sur cette île. Mais on arrivait à suivre, c'était plaisant de suivre la série parce qu'on avait des personnages forts, des personnages où on avait des flashbacks à chaque épisode pour comprendre ce qu'était leur vie avant d'arriver sur l'île, pour comprendre leurs intentions, pour comprendre les relations qu'ils ont avec les autres personnages. Et ils avaient aussi des personnages très très forts, c'est-à-dire on pouvait très vite s'identifier à l'un ou l'autre personnage, être avec lui, enfin prier pour qu'il reste en vie, pour qu'il trouve des choses sur l'île et tout ça. C'était assez addictif pour ceux qui ont apprécié la série. Et c'est là où Homunculus ne fait pas. C'est-à-dire que les personnages, ils sont tout aussi flous que l'histoire. On ne sait pas trop ce qu'ils foutent là, on ne sait pas trop quelles sont leurs réelles intentions. C'est-à-dire, oui, il y a un club qui va essayer de mettre la main, mais les individus individuellement, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils veulent, quel est leur passé, enfin, on ne sait pas. On sait pas, c'est très très flou. Ils sont très très bien décrits, hein, la pipe, le chapeau de forme, la façon dont ils sont habillés, comment ils réagissent à tel ou tel dialogue ou quoi. Enfin, oui, ça fait une belle peinture, mais derrière ça, voilà, on comprend pas trop, les motivations sont floues, on comprend pas trop quels sont les enjeux, et ça va vraiment être le problème pendant toute la lecture du roman. Même si l'histoire est plutôt sympa en fait, c'est juste qu'on comprend pas le fond des choses. C'est-à-dire... allez, tu dirais un espèce d'Indiana Jones qui se passe dans le Londres victorien, où il y aurait des zombies, des créatures bizarres, des choses comme ça. Donc, oui, c'est sympa, oui, il y a de l'action, oui, il y a des trucs surnaturels, il se passe plein de choses, mais le truc c'est qu'on comprend pas trop pourquoi, et on se demande même si l'auteur le sait pourquoi. On sait pas trop où il voulait en venir en fait. Et donc voilà, une lecture en demi-teinte, pas très très fluide. S'il y a quelqu'un qui veut le tenter ou quoi, je vous conseille de le lire avec vraiment beaucoup d'attention. Évitez de le lire dans les transports en commun ou dans les endroits où vous pouvez être très vite distrait, parce que c'est... Voilà, j'ai parfois l'impression que peut-être que moi je suis passé à côté d'informations capitales, c'est peut-être le problème. Donc je vous conseille vraiment de le lire avec beaucoup d'intention. Mais en même temps, j'ai lu des critiques sur Babelio et tout, il y en a pas mal qui partagent mon avis aussi. Donc voilà, je suis peut-être en tort, mais peut-être pas complètement, parce que il y a pas mal de gens qui ont été dans le même cas de figure. Donc voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'auteur nous aide pas à comprendre le truc, s'il y a quelque chose à comprendre. Donc voilà. Ensuite, on termine avec le dernier, avec un autre livre, j'ai pas tout compris non plus, décidément. Celui que j'ai bien compris, c'est 14-14, hein. Celui-là, il n'y a pas de problème. Hein. Alors, il s'agit de Laura Kasisch, La vie devant ses yeux. J'ai lu plusieurs romans de Laura Kasisch. J'adore Laura Kasisch, j'adore comment elle écrit. C'est vraiment une auteure dont je suis fan. Mais celui-ci, ce n'est pas le livre que je conseillerais pour quelqu'un qui n'a jamais lu du Kasisch. C'est-à-dire que pour moi, c'est celui le moins accessible, quoi. Il est un peu bizarre. Le début est assez choc. Ça fait penser au massacre de Columbine, hein, vous voyez, enfin ça existe encore maintenant, des mecs qui sont mal dans leur peau, qui rentrent dans un lycée avec un fusil et qui tuent tout le monde. Donc voilà, c'est vraiment le début de l'histoire. On a une fille qui est aux toilettes, qui discute avec une copine, et elle entend les balles d'une Kalachnikov, ou je sais plus quel est le modèle de l'arme. Une arme à feu en tout cas, et donc voilà, elle se rend compte qu'il y a un massacre dans son lycée, et donc voilà, elle va vivre une expérience traumatisante, dont je ne vais rien dire, même si ça se passe au début, et on la retrouve par la suite, quelques années plus tard, où elle mène sa petite fille, ou sa petite vie, où elle a une petite fille, voilà. Elle l'amène à l'école, elle est bonne cuisinière, elle est prof de dessin, elle a refait sa vie, mais en même temps, ce qui s'est passé il y a quelques années, quand elle était dans ce lycée, ça l'a complètement traumatisée, ça la hante, et donc le livre est fait de flashbacks entre le passé, ce qu'elle a vécu juste avant l'attentat, si je peux dire ça comme ça, le massacre en tout cas, et il y a aussi, donc ça... Il y a le présent, il y a le passé, il y a des flashbacks, enfin, c'est un peu tout mélangé. Et là aussi, il faut essayer de suivre, parce que on n'arrive pas tout le temps à savoir quand c'est le passé, quand c'est le présent. C'est parfois assez flou. Parfois, il y a des choses bizarres qui
qui se déroule, c'est pas très cohérent, mais là où j'ai défoncé un peu Homunculus avant, là franchement celui-là est très très bien, parce que quand vous allez lire la fin, vous allez un peu comprendre tout ça, et surtout le sens du titre, la vie devant ses yeux. Donc c'est à dire que quand vous frôlez la mort ou quand vous mourrez, enfin il y a une histoire qu'on dit, je sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, parce que je n'ai pas été assez proche de la mort à ce jour pour en savoir plus, mais où on voit sa vie défiler devant ses yeux. Et Laura Kazich va un peu utiliser cette phrase, mais elle va l'utiliser d'une manière dont vous ne doutez même pas. En gros, c'est ça. Elle va vraiment changer le sens de la phrase pour en faire un truc très 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 spécial. Et quand je dis spécial, c'est vraiment tout le roman est très très spécial. Même à la fin, on peut avoir diverses interprétations. Et j'étais pas sûr de comprendre à la fin du livre, et j'ai regardé le film après, parce que oui, il y a eu un film qui a été tiré de ce roman, et là j'ai un peu mieux compris. J'ai vraiment compris où l'auteur voulait en venir et tout ça. J'ai trouvé vraiment le livre très très bien, mais il m'a fallu quand même le film pour comprendre la fin, quoi, parce que c'est pas un livre évident, donc c'est aussi un livre à lire avec beaucoup d'attention. En tout cas, la plume de Kazisk est juste géniale. C'est juste que parmi tous les romans que j'ai lus de cet auteur, il est pas très facile celui-là, il est assez compliqué. Donc si vous n'avez jamais lu du Kazisk, je vous conseille plutôt de lire La Couronne Verte pour commencer, qui est assez court, assez fluide, assez sympa. Celui-là est un peu plus dur. Mais en tout cas, ce fut une très très bonne lecture que je conseille à ceux qui aiment du Kazisk pour aller encore plus loin. Mais c'est vraiment très très intéressant, et juste, voilà, le fait de voir sa vie défiler devant ses yeux et d'en faire vraiment un truc différent dans le livre en reprenant cette même thématique, je trouvais ça juste génial. Un livre très intéressant, voilà, j'aurais que ça à dire. Et voilà, c'est fini pour ces deux petites lectures. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Je vais faire une vidéo spéciale sur Bernard Minier, à savoir ces deux romans, Glacé et Le Cercle. Ouais, je ne me rappelais plus. Glacé et Le Cercle. Je vais aussi parler de la série qui est sortie sur M6 il y a de cela un mois maintenant. Voilà, j'ai vu la série, j'ai lu Glacé, j'ai lu Le Cercle. Le Cercle, c'est une nouvelle enquête de l'inspecteur je sais plus si c'est un inspecteur, un commandant, je sais plus quoi, que l'on retrouve dans Glacé, mais Le Cercle est un peu une suite aussi, donc ce n'est pas forcément c'est une nouvelle enquête, mais ça fait très suite en tout cas à Glacé, donc j'ai vraiment trouvé ça très très intéressant. La série est très intéressante aussi, bien que très différente du livre. En tout cas, je vais faire une vidéo pour vous parler un petit peu de tout ça, parce que j'adore vraiment l'univers de Bernard Minier. C'est vraiment de très très bons thrillers pour moi, donc je vais faire une vidéo exprès là-dessus. Ça va venir très très bientôt, et d'ici là, je vous souhaite un très bon week-end. Ciao ciao, à la prochaine.